Les missiles, ce n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi un langage. Et en ce moment, Moscou parle fort, très fort. Juste avant un sommet crucial entre Donald Trump et Vladimir Poutine, la Russie et la Biélorussie orchestrent un show militaire avec en vedette le missile Orknik, capable d'emporter une charge nucléaire. Provocation, intimidation ou simple rappel à l'ordre. Dans cet extrait de l'émission Le Grand Dossier, diffusé sur LCI, que nous remercions et créditons ici les invités, décrypte ce message stratégique envoyé à l'Occident. Sur Globe Pulse X, on va plus loin. On décrypte les signaux derrière la poudre pour comprendre le vrai langage de la puissance. Alors, et d'autant plus en position de force, d'autant plus en confiance, qu'il annonce de grands exercices militaires avec la Biélorussie. Annoncer quand même la prochaine tenue d'un essai nucléaire juste avant un sommet, il faut quand même le faire. Est-ce qu'on est dans la provocation ou pas? Vous allez pouvoir nous le dire. Parce que donc, la Biélorussie et la Russie, vous le savez, tous les 4 ans font de grands exercices militaires conjoints. On va y revenir. Et donc, il y aura visiblement le fameux missile Oreshnik qui sera lui aussi testé. C'est le ministre de la Défense biélorusse qui l'a annoncé. Alors non, je pensais qu'on pourrait l'écouter. Non mais alors vous allez me faire confiance. C'est la déclaration du ministre biélorusse. Non, vous n'allez pas me faire confiance. Il faut croire sur parole. On va l'écouter, bel et bien. Bien sûr, nous travaillons la question et planifions l'utilisation d'armes nucléaires. C'est pour nous un élément important. Nous observons la situation à nos frontières occidentales et ne pouvons rester les bras croisés face à la militarisation et à l'activité militaire. Nous faisons preuve d'ouverture et de pacifisme, mais il faut toujours garder la poudre au sec. Voilà, et Bruno Combi nous a rejoint, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Exercice militaire dans lequel donc les Russes et les Biélorusses vont tester le déploiement de missiles à capacité nucléaire. Jusqu'ici, rien d'anormal? Non, rien d'anormal. Il s'agit de missiles qui ont une capacité d'emport d'une charge nucléaire. C'est pas un missile à propulsion nucléaire et c'est pas non plus un test d'explosion d'une arme nucléaire, mais ils testent des missiles qui peuvent emporter une arme nucléaire. Alors c'est un petit clin d'œil, on le voit qui parle de pacifisme et puis qui en même temps nous explique qu'il va dégainer ses missiles nucléaires. Donc c'est un peu deux choses contradictoires dans la même phrase. Mais on voit bien que, bien sûr, la date n'est quand même pas choisie au hasard. Nous sommes à la veille de discussions importantes qui vont se tenir en Alaska. Et donc, comme à chaque fois que Poutine est soit contrarié, soit qu'il y a quelque chose d'important qui va se discuter, il dégaine son gros marteau nucléaire pour tenter de faire pression psychologiquement, soit sur les opinions publiques, soit sur ses adversaires. Donc ça, c'est pression maximale ? Oui, c'est ce qu'on appelle en termes militaires là aussi un appui. Donc ces opérations qui sont en appui des négociations qui s'ajoutent, qui viennent renforcer d'une certaine façon la position russe dans les négociations. Alors ce qui est intéressant dans la déclaration c'était le ministre biélorusse. Ouais. Alors d'abord, oui, bien sûr, c'est toujours la faute de l'OTAN qui est menaçant. Si nous on se prépare à la guerre, c'est parce que c'est pour se défendre. Les autres sont menaçants. 2, il parle de nucléaire, mais il a strictement, lui, biélorusse, aucune main. Il n'a aucun pouvoir de décision sur l'emploi du nucléaire, par des armes nucléaires par les Russes. Ça, c'est complètement. Encore moins que les Allemands, par exemple, avec les armes nucléaires américaines. Oui, encore moins, quoi. C'est-à-dire qu'au moins, avec, en Allemagne ou dans les Pays-Bas, on peut décider en commun. Au départ, l'arme nucléaire, elle est américaine, mais l'avion, il sera allemand, par exemple. Et donc, il faut qu'il y ait un accord quand même entre les deux. Là, c'est du russo-russe du début à la fin. Et ensuite, l'Oreshnik, il n'a rien à foutre dans un exercice militaire. On est dans un exercice opérationnel, classique, mais conventionnel, militaire. À la limite, à l'extrême limite, on peut imaginer l'emploi de l'arme nucléaire de manière tactique. Bon, ça a disparu un peu du paysage normalement, mais... Bon, ça revient très incontestablement dans ce paysage, mais l'Oreshnik, c'est pas du tout un missile à destination tactique. C'est un missile à portée intermédiaire, donc il est destiné à taper l'Europe, taper les villes européennes. Il n'est pas du tout destiné à appuyer une division blindée sur le champ de bataille. Donc on introduit dans cet exercice, comme par hasard, mais en fait par hasard. Mais non, mais c'est une carte. Il y a la carte Oreshnik. Ouais.
Alors, pourquoi la carte Hachnik? Parce que c'est le truc nouveau donc qu'ils ont sous la main. Voilà, en soi, il n'est pas rien d'extraordinaire dans le missile Oreshnik. Hein. On va essayer d'en savoir davantage. Mais d'abord, qu'est-ce que fait l'Oreshnik effectivement dans ces exercices militaires? L'Oreshnik, en fait, c'est pour nous impressionner. Il veut jouer à nous faire peur. Donc, on sort l'Oreshnik, qui est un peu le dernier bébé qui vient de sortir. Il nous dit qu'il construit une grosse usine pour en fabriquer beaucoup. Bon, pour l'instant, on en a vu un seul. C'était au mois de novembre l'année dernière, qui est tombé en Ukraine, qui n'avait pas vraiment de charge explosive. C'était juste pour nous montrer qu'il avait un missile et qu'il était capable de s'en servir. C'est un missile qui, d'après ce qu'il dit, a quand même des caractéristiques particulières. Donc sa portée, c'est portée intermédiaire, jusqu'à 5000 km. Donc ça vise effectivement l'Europe. C'est pas un missile intercontinental, c'est pas non plus un missile à courte portée de moins de 500 km. Donc c'est, en fait, il y a quand même l'Europe qui est un peu en jeu derrière, en filigrane, derrière tout ça, avec l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Donc on voit réapparaître ces missiles, les Pershing, c'était il y a dans les années fin du XXe siècle, c'était terminé. Et là on voit réapparaître ces missiles qui nous menacent quand même nous. Donc c'est un peu fort de café qu'on déjà on soit pas partie prenante du tout dans ces discussions qui en fait peuvent aussi nous concerner très directement. C'est sûr. Quand on parle de missiles Oreshnik, on parle aux Européens. Les Américains ne sont pas concernés par ça, ils ne sont pas menacés par ça, ce que je veux dire. Au passage, c'est un missile effectivement intermédiaire, alors que les Russes n'avaient pas le droit de fabriquer des missiles intermédiaires. Le premier essai qu'ils ont fait, ils ont modifié, ils ont allégé au maximum pour qu'ils dépassent très légèrement les 5500 km et qui constituent la limite des missiles intermédiaires. Donc il est allé un peu au-delà, donc il a pu être classé comme missile intercontinental. En réalité, c'est un missile intermédiaire qui a été, en fait, c'est un missile Yars, c'est un missile intercontinental qui est réduit, qui est un peu réduit, qui coûte moins cher, il va un peu moins loin. Mais ils ont fabriqué ça alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire au passage. Alors maintenant que le traité le droit les Russes. Oui, non, mais ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Américains ont dit bon, écoutez, le traité des armes intermédiaires, ok, plus personne ne le respecte, c'est pas la peine de. Le droit, tout le monde s'assoit dessus, puisque de toute façon, la Biélorussie a signé le traité de prolifération nucléaire en 1993, au moment du mémorandum de Budapest. Et voilà, et donc théoriquement, ils n'ont pas le droit d'avoir du tout de missiles nucléaires, ni Iskander, ni Kinjal, ni Oreshnik, sur leur sol, rien du tout. Il n'y a pas d'armes nucléaires sur leur sol. Sur leur sol, voilà. Sauf que apparemment, il y a un accord avec Poutine, comme quoi ils veulent en remettre quand même. On en parle depuis 2023 déjà. Oui, et déjà la semaine dernière, les autorités russes ont indiqué qu'ils avaient enfin trouvé les sites où allaient être entreposés. Donc le droit international, finalement, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus que l'Europe qui le respecte quelque part. Oui, pas les autres. Alors, Vladimir Poutine en a parlé régulièrement de son fameux missile Oreshnik jusqu'à, et ce n'est pas anodin, au début du mois, où il parle d'une production en masse. Écoutez. Qu'ils fixent un objet à frapper, disons à Kiev, qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles à cet endroit. Et nous y lancerons un Oreshnik pour voir ce qu'il se passera. Nous sommes prêts pour une telle expérience. Mais l'Ukraine l'est-elle ? Nous avons le système de missiles Oreshnik, et pas seulement le système, mais nous ne sommes pas pressés de l'utiliser. Car ces armes sont puissantes et conçues pour résoudre certaines tâches, mais nous avons commencé la production en série. Nous avons produit le premier complexe en série, le premier Oreshnik produit en masse, et il a été livré aux troupes. Maintenant, la série est opérationnelle. Voilà, c'est Vladimir Poutine qui l'affirme. Il est produit en masse, ce missile maintenant. Oui, mais il dit que c'est le premier en même temps. Oui, il dit que c'est le premier. Ouais. Mais on dirait du comique de répétition. Vous savez, il y a un Astérix, alors je ne sais plus lequel, dans lequel l'un des méchants, je ne sais pas si c'est chez les Goths et les Visigoths, mais peut-être Michel, qui est un grand lecteur d'Astérix, pourra m'aider, où il y a un gars assez costaud qui a pour seul argument sa massue. C'est Savant Cosinus. Hein Savant Cosinus. Voilà, je savais que colonel. Voilà, et c'est l'arme, on appelle ça l'arme psychologique. L'arme psychologique, c'est exactement ça. C'est un légionnaire avec une grosse massue. Voilà, très bien. Et on est pareil. C'est exactement pareil. Et donc, le seul but, c'est d'affoler les opinions européennes, mais à force d'utiliser cette menace et de l'agiter en permanence, il ne fait que la banaliser. Bien sûr. Puisque ça fait 3 ans qu'il communique régulièrement sur le nucléaire. Il pense que les Occidentaux ont peur de cette menace nucléaire permanente, et en fait, ça ne joue plus. On en avait peur au début, mais de moins en moins. Mais au bout d'un moment, c'est un peu comme
l'histoire du loup et du chaperon rouge, à force de tirer sur la sonnette. Donc il faut quand même rester les yeux ouverts et prudents malgré tout. Mais c'est vrai qu'on croit beaucoup moins les menaces russes et biélorusses aujourd'hui qu'on ne les croyait il y a quelques années au début de la guerre, à partir de février 2022. Parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme tous les 15 jours ou tous les 2 mois. À chaque fois, on fait les commentaires ici sur le plateau. À chaque fois, finalement, il n'y avait que la gueule, entre guillemets. Et il ne se passe pas grand-chose. Mais donc, il faut malgré tout rester très prudent. Il s'agit encore de missiles puissants, de potentiellement l'arme nucléaire montée dessus. Donc, mais à force de manipuler la menace, ils y perdent en tout cas en crédibilité. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est une menace qui a marché quand même vraiment au début de la guerre et qui a empêché une aide totale des ça a alliés. beaucoup freiné la réponse occidentale au début de la guerre, c'est sûr. Et l'Oreshnik, il a quand même des caractéristiques techniques particulières qui font que c'est un missile qui est guidable à l'arrivée. Donc, quand on le tire, c'est pas juste un missile intercontinental qui part d'un point A avec une parabole et puis qui arrive au point B qui est prévu, où on peut prévoir le point d'arrivée. Et donc, les missiles antimissiles pour interception, il a une capacité de manœuvre à l'arrivée qui permet peut-être, ou en partie, ou plus ou moins efficacement, pour l'instant on ne sait pas très bien, de déjouer les missiles antimissiles. C'est pour ça que Poutine se permet cette petite saillie, où il dit, je vais le lancer, puis on va voir si vous allez arriver à l'intercepter. En fait, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Il a une capacité tous les missiles, les missiles intercontinentaux sont tellement rapides que de toute façon, ils ne sont pas interceptables. C'est magnifique. Oui, mais c'est le cas de tous les missiles. Tous les missiles intercontinentaux ou intermédiaires. Bien sûr. La seule nouveauté, alors, il fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, il adore les armes miracles et les armes magiques, mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent depuis 2018. Donc là, il en a une qui est nouvelle et qui marche à peu près. Donc il en rajoute sur le sujet. Et il adore ça. Ce missile, et ça c'est la vraie nouveauté, c'est un missile à longue portée, nativement destiné au nucléaire, qui a été utilisé de manière conventionnelle. Ça c'est une vraie nouveauté, effectivement. Il y a une vraie rupture. Le message qu'il envoie, c'est aussi pour nous, occidentaux, européens, c'est de dire, écoutez, voilà, notre Oreshnik, si on l'utilise de manière conventionnelle, si on l'utilise nucléairement, on envoie un Oreshnik sur Lyon, il y aura une réponse nucléaire française immédiatement dans la foulée. Bon, ok. Maintenant, on envoie un Oreshnik conventionnel sur Lyon, ou sur toute autre ville française ou ville allemande, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sera pas capable de l'arrêter. Effectivement, il va très vite. Il a 6 têtes indépendantes. On ne pourra pas l'arrêter. Il fera moins de dégâts évidemment qu'un missile que s'il porte des charges nucléaires, mais il fera quand même beaucoup de dégâts et sans qu'on puisse l'arrêter. Et c'est conventionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas riposter nucléairement. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas l'équivalent. En conventionnel. Arrêtez de poser des questions comme ça. Et pendant ce temps, Lyon est en train de se vider de ses habitants. Malheureusement. Pardonnez-nous, les Lyonnais. Non. Mais évidemment, donc la personne a la réponse. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, nous, une. Non, mais de la même façon qu'on ne sait pas, par exemple, répondre à des choses un peu nouvelles, comme des vagues de drones Shahed, des centaines de drones Shahed qui tombent sur l'Ukraine quotidiennement, presque quotidiennement. Nous, Européens, on n'est pas capables de les arrêter. Des vagues de missiles balistiques, on n'est pas capable de les arrêter. Donc on s'est dit, parce que on avait à la fois la dissuasion nucléaire d'un côté, parce qu'on avait la supériorité aérienne, avec nos avions, on était capables de maîtriser le ciel, et puis là, on ne maîtrise pas complètement le ciel. Voilà. Alors d'un point de vue technique, oui, ça nous pose des questions. Alors juste, regardez les images, parce que les premiers militaires, soldats russes, ça y est, sont arrivés sur le sol biélorusse pour participer à cet exercice militaire géant, qui s'appelle donc Zapad 2025, et ce qui inquiète fortement les pays d'Europe. Pourquoi ? Les pays de l'Europe de l'Est, bien évidemment. Cet exercice géant militaire conjoint entre les deux pays, ça a lieu tous les 4 ans. Donc le dernier, c'était en 2021, septembre 2021, où là, il y avait, a priori, on n'a jamais réussi à le vérifier indépendamment, il y avait 200 000 soldats russes qui avaient participé à cet exercice militaire géant. Et beaucoup d'observateurs ont dit que c'est cet exercice qui a permis de préparer l'invasion de l'Ukraine. D'où l'inquiétude aujourd'hui des pays baltes, notamment de la Pologne. Bien sûr, et on peut les comprendre, puisque en 2021, donc novembre 2021, ils déploient des centaines de milliers d'hommes, ils disent que c'est un exercice, et puis tout d'un coup, ils franchissent la frontière. Et donc, l'exercice, il sert de paravent pour masquer une attaque en préparation.
Donc là, aujourd'hui, ils annoncent Zapad 2025. Est-ce que Zapad 2025, c'est pas une offensive prévue? Il faut rappeler que Zapad, ça veut dire ouest. Donc le nom d'un exercice, c'est aussi une forme de symbole. Voilà, quand la France fait des exercices, par exemple, il y a eu Mare Aperta 2024, donc c'était il y a un peu plus d'un an. C'était les Français et les Italiens qui s'entraînaient pour coopérer entre eux. Il y avait 42 navires, 52 aéronefs, des avions, et puis 6 sous-marins, dont un sous-marin nucléaire d'attaque. Donc c'est normal de faire des exercices pour entraîner son armée, il n'y a rien à dire là-dessus. Toutes les armées du monde le font de manière à avoir des procédures qui sont opérationnelles et à pouvoir faire la guerre s'il y a besoin. Maintenant, quand on est dans la zone floue où on ne sait plus très bien si c'est un exercice ou c'est le début d'une guerre, c'est là qu'en fait ça peut devenir dangereux. Parce que si on reprend le cas de Goreshnik, autrefois les missiles qui étaient tirés, c'était des silos qui étaient à visée nucléaire, et si le missile partait du silo, on savait que c'était plus ou moins une attaque nucléaire. Mais maintenant, ils entretiennent cette ambiguïté où ils tirent des missiles qui peuvent porter une charge nucléaire, mais qui ne sont pas nucléaires. Donc la prochaine fois, quand on verra partir le missile, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si c'est une charge classique ou si c'est une charge nucléaire. Alors on peut le savoir par du renseignement ou par de l'observation satellite. Ils avaient averti quand on l'a utilisé. Ils avaient averti. Et en principe, on avertit toujours. Sauf que là, on voit que la ligne devient de plus en plus floue, quelque part. Mais, alors sur l'exercice Zapad, en fait, c'est vieux comme la guerre froide, les exercices Zapad. Donc ça a une nécessité technique, militaire. La nouveauté de ces exercices, c'est que maintenant, pendant la guerre froide, ils se faisaient effectivement dans la partie ouest de la Russie, mais c'était encore assez loin de la ligne de front qui était au milieu de l'Allemagne, en gros. Alors que là, maintenant, on est à côté des pays baltes, on est à côté de la Pologne. Donc l'usage comme masque, oui, on y pense. Alors déjà, pendant la guerre froide, chaque fois qu'il y avait des exercices Zapad, on regardait ça de très près. Bien sûr, on s'inquiétait un petit peu quand même. Et puis ensuite, c'était une manière de voir que ce que les Russes étaient capables de faire, les Soviétiques à l'époque étaient capables de faire vraiment sur le terrain à grande échelle. Et de l'autre côté, en miroir, les Soviétiques et les Russes maintenant utilisent ça aussi comme moyen de démonstration de force. Donc c'était venu une sorte de grand cirque. Normalement, il y a des observateurs qui sont là, des attachés de défense qui viennent voir ces exercices, qui sont invités. Ils sont invités, bien sûr. Oui, bien sûr. Occidentaux. Oui, normalement. Alors là, je sais pas, mais là, ça m'étonnerait. Mais avant, oui, bien sûr, vous aviez pas un attaché de défense. À tel point, c'était devenu une grande opération de communication. On me racontait à un moment que il y avait vous avez vu arriver débouler des chars comme ça, et puis ces chars arrivaient directement dans une grande rivière et franchir la rivière immédiatement. Alors, chose qu'on n'est pas capable de faire, nous. On se dit, waouh, il faut des heures pour préparer des véhicules légers pour arriver à franchir une rivière, et là, ils le font d'emblée. En fait, ils avaient bétonné sous la rivière, ils avaient bétonné des passages invisibles, et les chars étaient arrivés directement sur les passages invisibles. Une autre fois, ils avaient construit un pont spécial, et dans la foulée, ils font passer un train sur ce pont. Donc le génie fabrique un pont en bois, un train qui passe tout de suite. Vous voyez, waouh. Et en fait, ils avaient construit un train spécial. Avec des matériaux légers, ultra légers, pour être sûr que le train allait vraiment passer sur ce pont. Donc, ce sont des grandes opérations d'intoxication. On est dans la tradition Potemkin, du Premier ministre Potemkin. Voilà, on en rajoute. C'est comme les défilés du 9 mai. On en rajoute toujours dans la démonstration de force. Et on est dans la démonstration de force. Mais la démonstration de force, maintenant, elle est... Elle est à côté des pays de l'OTAN, directement. Enfin, on avance. Oui, on avance. Ce que vous venez de voir n'est pas qu'un reportage militaire. C'est un chapitre entier dans le manuel de la diplomatie. Par la force, l'Orchnik n'est pas seulement un missile. C'est un symbole, une carte brandie sur la table des négociations. Merci à LCI pour cet extrait de Le Grand Dossier qui nous rappelle à quel point la géopolitique se joue autant dans les salons diplomatiques que sur les terrains d'exercice. Sur Globe Pulse X, notre mission est de vous donner les clés pour lire entre les lignes. Alors si vous voulez comprendre le monde au-delà des apparences, abonnez-vous et restez connectés.